L'avocat de ma femme était son petit ami secret, ils ont volé 4,2 millions d'euros. Puis l'Alaska a appelé à propos de mon héritage. L'aire de repos à la sortie de Dayton, Ohio, était presque vide à 14 h un mardi. J'étais assis dans ma Honda Civic de 2008. Le siège conducteur était incliné aussi loin que possible, ce qui n'était pas assez loin pour qu'un homme d'1,80 m puisse dormir confortablement. J'avais appris cela il y a des mois. La boîte de haricots froids que je tenais était de marque générique, cabossée, achetée au rayon discount de Dollar Général. Petit déjeuner et déjeuner combiné. Mon téléphone a vibré sur le tableau de bord. J'ai failli ne pas répondre. Ces jours-ci, c'était généralement des agences de recouvrement ou des appels robotisés concernant des garanties prolongées pour une voiture qui roulait à peine. Mais quelque chose m'a fait décrocher. Peut-être l'ennui. Peut-être cette dernière parcelle d'espoir qui refuse de mourir même quand tout le reste s'est éteint. Allô. Ma voix est sortie rauque. Je n'avais parlé à personne depuis 3 jours. Monsieur Thomas Ulbrook? La voix de la femme était professionnelle, tranchante, le genre qui annonce des affaires sérieuses. Oui, c'est moi. Je suis Denise Calderon du bureau des archives du comté de Fairbanks, en Alaska. J'appelle concernant votre propriété à la parcelle 78B 451 dans le North Slope Burrough. J'ai même ri, un son amer qui m'a fait mal à la gorge. Madame, je pense que vous vous trompez de personne. Je ne possède aucune propriété. Je ne possède même pas la voiture dans laquelle je suis assis. Techniquement, les banques sont juste lentes à la saisie. Monsieur, nos registres indiquent que vous possédez 340 acres ici depuis 1998. Vous en avez hérité de Virgil Ulbrook à sa mort. Le nom m'a frappé comme de l'eau froide. Oncle Virgil, le frère aîné de mon père, un homme que j'avais rencontré exactement une fois quand j'avais 7 ans. Il s'était présenté chez nous à Columbus au volant d'un camion maintenu ensemble par la rouille et la détermination. Il était resté 2 jours, puis avait disparu, retournant en Alaska. Je me souvenais de lui comme étant grand et silencieux, avec des mains comme du cuir et des yeux qui ne semblaient jamais se fixer longtemps sur quoi que ce soit. Monsieur Ulbrook, je dois vous informer que vous devez actuellement 47 000 € d'arriérés d'impôts fonciers. Si ceux-ci ne sont pas payés avant vendredi, la propriété sera mise aux enchères publiques. 47 000 €. J'ai regardé les 17 € que j'avais dans mon portefeuille, étalés sur le siège passager à côté d'un rouleau de papier toilette que j'avais pris dans les toilettes d'une station-service. Autant me demander 47 millions. Il y a eu une pause à l'autre bout. Des bruits de papier. Puis la voix de Denise est revenue. Différente cette fois, plus basse, plus urgente. Monsieur Ulbrook, savez-vous que Proto Oil Corporation tente de vous contacter depuis 3 ans? Jamais entendu parler d'eux. Et Northern Reserve Energy ou Apex Petroleum? Madame, je vis dans ma voiture depuis 6 mois. Personne n'a essayé de me contacter à propos de quoi que ce soit, à part des factures impayées. Monsieur, ces entreprises vous recherchent concernant les droits miniers sur le terrain de votre oncle. Elles ont engagé des détectives privés. Elles ont envoyé des lettres recommandées à 17 adresses différentes. Maintenant le téléphone a commencé à trembler. Pourquoi des compagnies pétrolières s'intéresseraient-elles à de la terre gelée en Alaska? Monsieur Ulbrook. Des études géologiques achevées il y a 3 ans indiquent d'importants gisements de pétrole sous votre propriété. Les droits miniers seuls sont actuellement estimés à environ 18 à 20 millions d'euros. Estimation prudente. La boîte de haricots m'a glissé des mains. Elle a heurté le tapis de sol avec un bruit sourd. De la sauce a éclaboussé ma dernière paire de chaussures propres. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais même pas cligner des yeux. Monsieur Ulbrook, êtes-vous toujours là? Le monde était devenu silencieux à part le battement de mon sang dans mes oreilles. 20 millions d'euros. Le nombre n'avait aucun sens. Rien n'avait de sens. Il y a 6 mois, mon ex-femme Mélodie et son petit ami avaient pris tout ce que j'avais passé 22 ans à construire. Mon entreprise de plomberie, ma maison, mes camions, ma dignité 4,2 millions d'euros d'actifs totaux, disparus avec la signature du juge et le rire de mon ex-femme. Profite de la pauvreté, avait-elle dit devant le palais de justice, son bras lié à celui de Brent Cosgrove, l'avocat du divorce qui avait orchestré ma destruction complète. Peut-être que ça t'apprendra ce que le vrai travail signifie. Maintenant, une inconnue au téléphone me disait que j'étais riche tout ce temps,
assis sur une fortune tout en mangeant dans des banques alimentaires et en me douchant dans des relais routiers. Cela doit être une erreur, ai-je finalement réussi à dire. Aucune erreur, monsieur Hulbrook, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si vous ne payez pas les 47 000 € d'impôts impayés avant 17 heures, heure de l'Alaska, ce vendredi, vous perdez tout. Le terrain sera vendu aux enchères, probablement à l'une de ces compagnies pétrolières pour une fraction de sa valeur. Il vous reste 72 heures. 72 heures. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. 49 ans, mes cheveux plus gris que bruns, le visage émacié après des mois d'un repas par jour, portant un t-shirt de la Goodwill avec le nom de quelqu'un d'autre écrit sur l'étiquette. J'avais l'air d'un homme qui avait tout perdu, ce que j'étais. Mais apparemment, j'étais aussi un homme qui possédait 340 acres de terre riches en pétrole en Alaska. Qu'est-ce que mon oncle faisait là-haut? Ai-je demandé à Denise. Selon nos registres, rien. Il a vécu dans une caravane dans le coin sud-est de la propriété de 1973 jusqu'à sa mort en 1998. Il ne l'a jamais développé, jamais vendu, jamais même loué. Il payait juste les impôts chaque année jusqu'à son décès. Après cela, les factures vous sont parvenues, mais il semble que vous ne les ayez jamais reçues. J'ai repensé à 1998. J'avais 23 ans, je venais de démarrer Hulbrook Plomberie avec une seule camionnette et plus d'ambition que de sens. Le courrier était réacheminé, perdu, ignoré dans le chaos de la construction d'une entreprise et de la fondation d'une famille. Un avis légal concernant une toundra sans valeur en Alaska n'aurait pas été considéré comme important. Denise, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. J'ai 17 € en poche. 17 €. Je ne peux pas payer 47 000 € d'ici vendredi. Je ne peux pas les payer d'ici vendredi prochain ou l'année prochaine. Alors vous devez trouver quelqu'un qui le peut, monsieur Hulbrook, car à 17h01, heure de l'Alaska, ce vendredi, vous passerez de potentiellement 20 millions d'euros à rien du tout, encore une fois. Ce mot a plané entre nous à nouveau. Comme si elle connaissait mon histoire, comme si elle comprenait ce que cela signifiait de tout perdre deux fois. Pouvez-vous m'envoyer la documentation, la preuve de tout cela? Je suis en train de tout envoyer à l'adresse que nous avons dans le dossier, thomas.hulbrook@gmail. Oui, c'est ça. La seule chose que j'avais réussi à garder, un compte de messagerie gratuit. Monsieur Hulbrook, puis-je parler franchement? Bien sûr. J'ai travaillé dans ce bureau pendant 15 ans. Je n'ai jamais fait un appel comme celui-ci. Habituellement, ce ne sont que des avis standards concernant de petites parcelles, valant peut-être quelques milliers. Mais le terrain de votre oncle, avec ses droits miniers et 3 grandes compagnies pétrolières qui tournent comme des requins. C'est de l'argent qui change une vie. Trouvez un moyen de payer ses impôts. Mendiez, empruntez, vendez du sang si vous le devez, car des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Elle avait tort sur cette dernière partie. C'était ma deuxième chance. La première avait été de bâtir mon entreprise à partir de rien pour en faire un empire. Mais cet empire avait été bâti sur la confiance en la mauvaise personne, et il s'était effondré en 8 mois de procédure judiciaire. Ceci était différent. C'était oncle Virgile, un homme que je connaissais à peine, me tendant une main depuis la tombe avec un billet de loterie gagnant qu'il détenait depuis 25 ans. Merci, Denise. Je le pense vraiment. Bonne chance, monsieur Hulbrook. Vous en aurez besoin. L'appel s'est terminé. Je suis resté assis dans le silence de ma voiture, entouré de tout ce que je possédais, 2 changements de vêtements, un sac de couchage, un réchaud de camping qui ne fonctionnait pas, et 17 €. Dehors, des gens normaux avec des vies normales passaient, se dirigeant vers des maisons normales. Ils n'avaient aucune idée que l'homme sans abri dans la Civic délabrée venait d'apprendre qu'il valait 20 millions d'euros. S'il pouvait trouver 47 000 € en 3 jours. J'ai ramassé la boîte de haricots par terre, essuyé la sauce avec une serviette de station-service et j'ai pris une bouchée. Ils avaient le même goût qu'il y a 5 minutes, avant que je sois millionnaire parce que c'était techniquement ce que j'étais maintenant, un millionnaire qui n'avait pas les moyens d'avoir un repas chaud. L'ironie était si parfaite qu'elle faisait mal. Mélodie et Brent m'avaient détruit pour prendre 4 millions. Pendant qu'ils célébraient leur victoire, j'étais assis sur 20 millions d'euros tout ce temps, caché sous le pergélisol de l'Alaska et des décennies de factures d'impôts impayées. J'ai pensé à oncle Virgile, cet homme silencieux aux mains burinées. Avait-il su? Avait-il délibérément gardé cette terre intacte, attendant le bon moment? Ou était-ce juste une chance cosmique,
La façon dont l'univers équilibrait les comptes? Peu importe. Ce qui importait, c'était 47 000 € et 72 heures. J'ai démarré la Civic, le moteur tout sautant avant de s'enclencher, et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'email de Denise. Les documents étaient tous là, la preuve légale que Thomas James Ulbrook possédait 340 acres de terre en Alaska, des études géologiques montrant des gisements de pétrole, des lettres de compagnies pétrolières avec des offres qui me faisaient pleurer des yeux. 20 millions d'euros. Mais d'abord, 47 000. J'ai fait défiler mes contacts. La plupart étaient partis, supprimés ou bloqués après le divorce, quand je ne pouvais pas supporter la honte de dire aux gens ce qui s'était passé. Mais il y avait un numéro que je n'avais jamais supprimé, que je ne pouvais jamais supprimer, peu importe à quel point ma fierté me disait de le faire. Mon frère Dal dans le Michigan, celui qui avait réussi, le dentiste avec la famille parfaite dans la maison au bord du lac, celui qui m'avait prévenu à propos de Mélodie dès le début. Mon doigt planait sur son nom. 3 jours pour sauver 20 millions d'euros. La fierté était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'ai passé l'appel qui allait tout changer. 22 ans avant cet appel téléphonique, j'ai lancé Ulbrook Plomberie avec 800 €, une camionnette d'occasion qui brûlait de l'huile, et une boîte à outils que mon père m'avait laissée à sa mort. J'avais 27 ans, marié depuis 2 ans à Mélodie, et déterminé à construire quelque chose qui durerait. La première année a failli me tuer. Je travaillais 7 jours sur 7, acceptant n'importe quel travail qui payait, débouchant des toilettes à 2 heures du matin, remplaçant des chauffe-eau dans des sous-sols qui inondaient pendant que je travaillais, réparant des tuyaux éclatés dans les hivers les plus rudes de l'Ohio. Mélodie travaillait comme hygiéniste dentaire à l'époque, apportant de l'argent stable pendant que je construisais notre avenir, un appel de service à la fois. Tu sens les eaux usées, disait-elle quand je rentrais après minuit. Mais elle le disait tout en réchauffant le dîner qu'elle avait gardé au chaud. À l'époque, ça ressemblait à de l'amour. À la 5e année, j'avais 3 employés. À la 10e année, j'en avais 12. Ulbrook Plomberie est devenu le nom auquel les entreprises faisaient confiance à Columbus. Nous avions des contrats avec des immeubles de bureaux, des restaurants, 2 centres commerciaux et l'hôpital régional. J'ai acheté notre première maison quand les jumelles, Amber et Brooke, avaient 5 ans. Une vraie maison avec une cour et une balançoire, pas l'appartement exigu où nous avions commencé. L'entreprise a atteint une valeur de 2,8 millions d'euros, non pas parce que j'étais un génie, mais parce que je répondais à chaque appel, honorais chaque contrat et traitais chaque tuyau bouché comme si cela importait. La maison à Upper Arlington valait 850 000 €, décorée exactement comme Mélodie le voulait. Elle avait arrêté de travailler quand les filles avaient commencé l'école, disant qu'elle voulait se concentrer sur son rôle de mère. Je n'ai jamais remis cela en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous construisions une vie ensemble. Nos journées avaient un rythme. Je partais à 5 heures du matin, embrasser Mélodie pendant qu'elle dormait et me dirigeais vers l'atelier. Elle préparait les filles pour l'école, gérait la maison, s'occupait de notre calendrier social. Elle a rejoint le country club, a commencé à jouer au tennis, s'est liée d'amitié avec d'autres femmes dont les maris possédaient des entreprises. J'étais heureux qu'elle soit heureuse. Tous ces matins tôt et ces nuits tardives signifiaient quelque chose parce que ma famille prospérait. Les jumelles étaient intelligentes comme leur mère, ambitieuses comme moi. Amber voulait être médecin. Brooke s'intéressait à l'ingénierie. Nous avions épargné pour leur université dès le jour de leur naissance. Ohio State pour les deux. Pas de prêts étudiants, pas de stress financier. C'était le rêve pour lequel je travaillais. Mélodie a commencé son club de lecture du jeudi quand les filles étaient au lycée. Juste entre filles, discutant de littérature, disait-elle. Tu ne serais pas intéressé, Tom. Trop de discussions sur les sentiments. Elle avait raison. Je préférais les plans aux discussions de livres. Les séminaires juridiques sont venus ensuite. Elle a dit qu'elle voulait mieux comprendre les affaires, pour m'aider davantage. J'étais touché. Après 20 ans de mariage, elle voulait toujours être plus impliquée dans mon travail. Nous devrions mettre à jour notre planification successorale, a suggéré Mélodie un soir au dîner. L'entreprise vaut tellement maintenant. Nous devons protéger l'avenir des filles. Elle avait trouvé un avocat, Brent Cosgrove, par l'intermédiaire de son club de tennis. Fortement recommandé. Diplômé de Harvard Law, spécialisé dans les structures commerciales et la protection des actifs. Son bureau avait des fauteuils en cuir et des étagères en bois sombre tapissées de livres de droit qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Tom, mon ami,
tu as construit quelque chose d'impressionnant ici, avait dit Brent lors de notre première rencontre. Il avait cette confiance facile qui vient de ne jamais avoir eu de terre sous les ongles. Assurons-nous que ce soit à l'épreuve des balles, légalement parlant. Les documents qu'il a préparés étaient épais, remplis de langage que je ne comprenais pas, structure de fiducie, transfert d'actifs, abris fiscaux. Mélodie avait déjà tout lu. Elle avait des notes autocollantes marquant où je devais signer. Ce ne sont que des formalités administratives, chérie, a-t-elle dit quand j'ai hésité. Brent m'a tout expliqué. Cela nous protège si quelqu'un poursuit l'entreprise. Cela garde nos actifs personnels séparés. J'ai signé. Bien sûr que j'ai signé. C'était ma femme depuis 22 ans, la mère de mes enfants, la femme qui avait mangé des nouilles instantanées avec moi dans un appartement infesté de cafards pendant que je poursuivais mon rêve. Pourquoi ne lui aurais-je pas fait confiance? Brent est devenu une présence régulière. Il passait à la maison pour déposer des documents. Il est venu à notre barbecue du 4 juillet, a apporté du vin cher et a complimenté ma cuisine au grill. Il riait à mes blagues, posait des questions sur l'entreprise, agissait comme si nous étions amis. Tu devrais donner un cours de commerce, Tom, avait-il dit, debout dans mon jardin, buvant ma bière. De rien à des millions. C'est le rêve américain, ça. Je l'aimais bien. C'est la partie qui allait brûler le plus tard. J'aimais sincèrement l'homme qui était secrètement en train de démanteler ma vie, un document légal à la fois. Le dernier jour normal fut un lundi de mars. J'ai embrassé Mélodie en lui disant au revoir, je suis allé travailler, j'ai résolu des problèmes, je suis rentré à la maison qui sentait le rôti de porc. Nous avons regardé la télévision ensemble, parlé des candidatures d'Amber aux études supérieures, sommes allés au lit à 22h comme nous l'avions fait 1000 fois auparavant. Mardi matin, Russell, mon contremaître, m'a rencontré à la porte de l'atelier. Son visage m'a dit que quelque chose n'allait pas avant qu'il ne me tende l'enveloppe. Un type qui avait l'air d'un avocat a dit de te donner ça immédiatement. Il a dit que c'était urgent. À l'intérieur se trouvait la fin de tout ce que j'avais construit. Mais debout là, dans mes bottes de travail et mon uniforme taché, tenant des papiers qui m'accusaient de crime contre un mariage que je chérissais, je ne comprenais toujours pas ce qui se passait réellement. Je pensais que c'était une erreur qui pouvait être corrigée par la conversation et la vérité. J'avais tort. Les papiers de divorce représentaient 63 pages de mensonges enveloppés dans un langage juridique, abus émotionnel, manipulation financière, actifs cachés, négligence conjugale. Chaque accusation était précisément conçue pour détruire non seulement mon mariage, mais mon caractère. Mes mains tremblaient en lisant des termes que je n'avais jamais prononcés, des incidents qui n'avaient jamais eu lieu, une version de moi qui n'existait que dans ces pages dactylographiées. J'ai conduit directement à la maison, dépassant toutes les limites de vitesse. La maison était silencieuse quand j'ai fait irruption. Trop silencieuse. Puis je les ai vus dans la cuisine. Mélodie était assise à notre table de petit déjeuner, celle où nos filles avaient mangé des céréales pendant 18 ans. Brent Cosgrove était assis à côté d'elle, sa main couvrant la sienne, son alliance captant la lumière du matin. « Bonjour, Tom » a dit Mélodie calmement, comme si je rentrais d'une journée de travail normale. « Qu'est-ce que c'est » J'ai brandi les papiers. « La fin de la comédie » a-t-elle dit. « Assieds-toi. Nous devrions en discuter comme des adultes. » Je suis resté debout. « Depuis combien de temps » Brent a commencé à parler, mais je l'ai coupé. « Je ne te parle pas, depuis combien de temps, Mélodie » 18 mois, a-t-elle dit, levant le menton avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Brent m'a aidé à comprendre ce que je valais vraiment, ce que je méritais. Nos filles le savent. Nous leur avons dit la semaine dernière. Elles comprennent. Elles voient comment tu as priorisé le travail sur la famille pendant 20 ans. C'était le premier coup de poignard. Les jumelles, mes raisons de tout, le savaient depuis une semaine pendant que j'allais travailler, planifiant leur avenir, complètement inconscient. Sortez de ma maison, ai-je dit à Brent. En fait, a-t-il dit en se levant lentement. C'est la maison de Mélodie. Elle l'est depuis 6 mois. Tu as signé les papiers, tu te souviens? Protection des actifs. Le deuxième coup de poignard. Ces papiers que j'avais signés sans lire, faisant confiance aux notes autocollantes et aux assurances de ma femme. J'avais cédé ma propre maison. L'entreprise est à moi, ai-je dit. 51% appartiennent à Mélodie, a répondu Brent,
sortant son téléphone pour me montrer des documents. Tu l'as faite propriétaire majoritaire l'année dernière. À des fins fiscales, tu as accepté. Ta signature est juste là. Le troisième coup de poignard est le plus profond. Mon entreprise bâtie à partir de rien n'était plus à moi. Vous avez planifié cela, ai-je dit à Mélodie. Chaque document, chaque signature vous avez planifié cela. J'ai planifié ma liberté, a-t-elle corrigé. 22 ans à te regarder rentrer sale, à faire semblant d'être fier de toi, à faire semblant que ton petit empire de plomberie signifiait quelque chose. Sais-tu comment les femmes du club t'appellent? Tom l'homme des toilettes. Et j'ai dû sourire et te défendre. J'ai tout construit pour nous. Pour toi et les filles. Tu l'as construit pour ton ego, a-t-elle claqué, jouant l'homme d'affaires grand et prospère alors que tu n'es en réalité qu'un concierge glorifié. Brent m'a montré à quoi ressemble le succès réel. J'ai regardé Brent, puis je l'ai vraiment regardé. Son costume coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Sa montre était une Rolex. Son sourire était le rictus satisfait d'un homme qui avait déjà gagné. Tu es son avocat, ai-je dit. C'est une faute professionnelle, un conflit d'intérêts. Je suis son avocat pour la procédure de divorce, a-t-il dit avec prudence. Notre relation personnelle est séparée. Nous avons été très prudents avec la documentation. Tout tiendra devant le tribunal. J'ai engagé Laurence Padet cet après-midi-là, un avocat décent recommandé par mon comptable. Laurence a tout examiné et son visage est devenu pâle. Tom, ces documents que tu as signés sont blindés. Tu as transféré la propriété majoritaire de tout à Mélodie au cours des 2 dernières années. Je ne savais pas ce que je signais. Ce n'est pas une défense légale. Tu es un homme d'affaires prospère. Aucun juge ne croira que tu as signé des documents sans les comprendre. La procédure de divorce a duré 8 mois. Chaque comparution devant le tribunal était une magistrale leçon de destruction légale. L'avocat de Mélodie pas Brent officiellement, mais son associé du cabinet m'a présenté comme un tyran qui avait caché des actifs, manipulé les finances et terrorisé émotionnellement ma famille. Ils ont fait appel à un expert comptable judiciaire qui a découvert des écarts dans les livres de l'entreprise. De l'argent qui aurait soi-disant disparu. Bien sûr, c'était une fabrication, mais cela semblait légitime sur papier. 3 de mes propres employés ont témoigné que Mélodie était le véritable cerveau derrière le succès de l'entreprise. Russell m'a dit plus tard qu'on leur avait promis des emplois dans des entreprises concurrentes s'ils coopéraient. La juge, Patricia Thornton, semblait avoir pris sa décision avant même que je ne parle. J'ai appris plus tard que le cabinet de Brent avait contribué 30 000 € à sa campagne de réélection. Amber et Brooke ne répondaient pas à mes appels. Mélodie leur avait montré des preuves de liaison qui n'avaient jamais eu lieu, de cartes de crédit secrètes qui n'existaient pas. Elle les avait convaincus que leurs fonds universitaires, que j'avais protégés dans des comptes séparés, étaient en fait de l'argent que j'avais volé à leur mère. Le jugement final est tombé en novembre. Mélodie a reçu l'entreprise, la maison, tous les comptes d'investissement, tout sauf mon camion personnel et 30 000 €. La juge a appelé cela une « distribution équitable » basée sur le « schéma d'abus financier » du défendeur. Je suis resté debout dans la salle d'audience pendant la lecture de la décision, regardant le travail de ma vie être remis à une femme qui me regardait maintenant avec un pur mépris et à son petit ami, qui avait orchestré tout le vol. À l'extérieur du palais de justice, ils attendaient. « Tu aurais dû mieux me traiter », a dit Mélodie assez fort pour que les passants l'entendent. Toutes ces années à jouer les gros bonnets pendant que je souffrais en silence. Souffert? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Dans une maison à 850 000 € avec une adhésion à un country club. Brent s'est avancé. C'est fini, mon ami. Accepte-le. Profite de la pauvreté. Peut-être que ça t'apprendra l'humilité. Mélodie a ri alors, un son que je n'avais jamais entendu d'elle en 24 ans de mariage. Il a raison, Tom. La pauvreté te va mieux. Tu n'as toujours été qu'un plombier glorifié avec des illusions de grandeur. Ils se sont éloignés ensemble vers la Mercedes de Brent, tandis que je restais là avec rien d'autre que les clés d'un camion vieux de 10 ans et la connaissance que j'avais été détruit par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. L'entreprise que j'avais passé 22 ans à bâtir avait disparu. La maison où mes filles avaient grandi avait disparu. 4,2 millions € d'actifs totaux transférés à mon ex-femme par le biais de papiers que j'avais signés volontairement, croyant que son amour était réel. Cette nuit-là,
j'ai dormi dans mon camion sur un parking de Walmart, la première nuit d'une longue série. Le camion a duré 3 semaines avant que l'homme de la saisie ne le trouve. J'ai regardé de l'autre côté du parking pendant qu'il le chargeait sur une plateforme, ma dernière connexion avec la vie que j'avais construite. Cette nuit-là, j'ai échangé ma montre, un cadeau d'anniversaire de Mélodie d'une valeur de 3 000 €, contre une Honda Civic de 2008 avec 200 000 miles au compteur et un chauffage qui ne fonctionnait qu'à fond. La Civic est devenue ma maison, mon bureau, mon monde entier, compressé dans 4 mètres carrés de tissu taché et de plastique fissuré. J'ai rapidement appris les règles des sans-abri. Changez de place de parking pour que la sécurité ne vous remarque pas. Les aires de repos sont plus sûres que les rues. Les relais routiers ont des douches si vous pouvez vous les payer. Le 1K offre des laissez-passer journaliers pour 10 € lorsque vous avez besoin de vous sentir humain à nouveau. La fierté est chère quand on est pauvre. Pendant 2 mois, je n'ai rien dit à personne. Mon frère Dal a appelé 2 fois, mais j'ai laissé l'appel partir sur la messagerie vocale. Ma mère, 78 ans et vivant avec la sécurité sociale en Floride, n'avait pas besoin de savoir que son fils qui avait réussi mangeait dans des banques alimentaires. La honte était un poids physique plus lourd que la faim. Le travail à la journée est devenu mon revenu. Charger des camions dans des entrepôts pour 60 € en espèces. Peindre des appartements pour des propriétaires véreux qui payaient au noir. Déménager des meubles pour des étudiants qui n'établissaient pas de contact visuel. À 49 ans, mon dos hurlait à chaque changement d'équipe. Mais se plaindre était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le pire, c'était de voir les camions de mon entreprise autour de Columbus. Ulbrook Plomberie, le logo que j'avais conçu moi-même, maintenant conduit par des inconnus. J'ai regardé une fois depuis ma voiture pendant qu'il servait le Marriott en centre-ville, un contrat que j'avais négocié 5 ans plus tôt. Le nouveau gars s'y prenait mal, utilisant les pièces bon marché que je n'aurais jamais autorisées. Mais ce n'était plus mon problème. Mélodie avait gardé Russell comme contremaître pendant exactement 2 mois avant de le remplacer par le cousin de Brent, quelqu'un qui n'avait jamais tenu de clé à molette mais qui avait un MBA. Russell m'a trouvé à une aire de repos un soir, m'a tendu 200 € par ma fenêtre. L'entreprise coule, Tom. Elle a déjà perdu la moitié des contrats. Elle ne comprend pas que les relations comptent plus que les feuilles de calcul. Pas mon problème, ai-je dit. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Cette entreprise avait été mon enfant avant la naissance de mes propres enfants. L'hiver en Ohio, vivre dans une voiture est un genre d'enfer spécial. Le froid s'infiltre par chaque interstice, trouve chaque faiblesse. Je faisais tourner le moteur pour la chaleur jusqu'à ce que la jauge d'essence baisse trop. Puis je m'enfouissais dans un sac de couchage conçu pour des températures que je n'atteignais jamais. Certains matins, de la glace se formait à l'intérieur du pare-brise à cause de ma respiration. La nourriture est devenue une obsession. L'église méthodiste servait le déjeuner le mardi. L'armée du salut avait le dîner le lundi, le mercredi et le vendredi. Les banques alimentaires exigeaient une preuve d'adresse que je n'avais pas. Mais certains bénévoles fermaient les yeux. J'ai appris à faire durer une boîte de haricots pendant 2 repas, à économiser des paquets de crackers des soupes populaires, à ignorer la faim lancinante constante qui est devenue mon état de base. Mes filles n'ont jamais appelé. J'avais envoyé des lettres à leur dortoir à Ohio State, expliquant ma version, les suppliant d'écouter. Elles sont revenues non ouvertes. Mélodie avait empoisonné ce puits à fond. Pour elle, j'étais le méchant qui avait trahi leur mère, volé leur sécurité, montré ma vraie nature après des décennies de tromperie. 6 mois après être devenu sans-abri, j'avais oublié ce à quoi l'espoir ressemblait. Mon téléphone, maintenu actif grâce à un programme d'aide gouvernementale, est devenu juste une horloge et une application météo. Plus personne n'appelait. Personne n'avait besoin de Tom Ulbrook, ancien propriétaire d'entreprise, personne actuelle. La dépression n'est pas dramatique quand on est sans abri. Ce n'est pas pleurer ou crier. C'est fixer le plafond de votre voiture pendant des heures, incapable de bouger, incapable de s'en soucier. C'est regarder des gens normaux vivre des vies normales et avoir l'impression de regarder depuis une autre dimension, séparés par une vitre que vous ne pouvez pas briser. Mais quelque chose en moi refusait de mourir complètement. Peut-être la voix de mon père. Mort il y a 37 ans mais toujours clair. Les hommes Ulbrook n'abandonnent pas. Peut-être était-ce la rancune. Le désir de survivre à la prédiction de Mélodie selon laquelle je m'effondrerais sans elle. Peut-être était-ce juste un entêtement biologique. Le même trait qui avait construit une entreprise à partir de rien. Ce mardi après-midi-là,
j'avais été refusé par une équipe de construction parce que j'étais trop vieux. Et une responsabilité, avait dit le contremaître, sans méchanceté. J'avais conduit jusqu'à l'aire de repos à la sortie de Dayton, compté mes 17 € 3 fois comme s'ils pouvaient se multiplier, et ouvert cette boîte de haricots qui sentait la reddition. Puis le téléphone a sonné. Denise Calderon de l'Alaska parlant d'une propriété dont j'avais oublié l'existence, d'impôts dont je n'avais jamais entendu parler, et de compagnies pétrolières offrant des millions pour les droits miniers d'un terrain hérité d'un oncle que j'avais rencontré une seule fois, oncle Virgile. Je me suis souvenu de lui maintenant plus clairement qu'en des décennies. Grand, buriné, silencieux. Il était arrivé chez nous quand j'avais 7 ans, conduisant un camion qui semblait avoir traversé l'Arctique par la seule volonté. Mon père, son jeune frère, l'avait serré dans ses bras les larmes aux yeux. Ils avaient parlé tard dans la nuit pendant que je faisais semblant de dormir, écoutant des histoires sur l'Alaska, sur les chances prises et manquées, sur la terre qui s'étendait à l'infini. « Promets-moi quelque chose, mon garçon », m'avait dit Virgile avant de partir. Il s'était agenouillé, ses genoux craquants, ses yeux au niveau des miens. « Quand la vie te mettra à terre, et elle le fera, souviens-toi que le sol sur lequel tu es couché pourrait valoir plus que le ciel que tu regardes. » J'avais pensé que c'était absurde, le radotage d'un vieil homme étrange. Maintenant, 42 ans plus tard, assis dans une voiture qui sentait l'échec et les haricots, je comprenais. Il avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait su qu'un jour son neveu aurait besoin d'un miracle, et il avait passé 25 ans en Alaska à s'assurer qu'un miracle l'attendrait. L'email de Denise contenait tout. Actes de propriété, registres fiscaux, études géologiques, lettres de compagnie pétrolière avec des offres qui faisaient tressaillir mon estomac vide, 20 millions d'euros pour les droits miniers, plus si je vendais le terrain lui-même, assez pour reconstruire 10 fois. Mais d'abord, 47 000 € en 3 jours. J'ai fait défiler mes contacts une fois de plus. Le numéro de Dahl était là, inchangé depuis qu'il l'avait programmé sur mon téléphone il y a 5 ans lors du dîner d'anniversaire de maman. Mon jeune frère qui avait réussi, qui m'avait prévenu à propos de Mélodie, qui avait construit son cabinet dentaire sans drame ni trahison, qui avait tout fait correctement pendant que j'avais tout fait de travers. La honte de l'appeler était écrasante. Mes 20 millions d'euros attendaient sous le pergélisol de l'Alaska, et la honte était un autre luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai appuyé sur appeler avant de trop y penser. Ça a sonné 2 fois. Tom, mon Dieu, j'ai essayé de te joindre pendant des mois. Où es-tu? J'ai besoin d'aide, ai-je dit, les mots écorchant ma gorge. Pas pour moi. Pour la mémoire de papa. Pour oncle Virgile. Combien? Demanda Dahl immédiatement. Pas de questions, pas de sermon, pas de conditions. 47 000 €. Je peux tout expliquer, mais il me les faut d'ici vendredi où je perds quelque chose qui vaut 20 millions. Tu les auras demain. Où est-ce que je les envoie? Mercredi matin, j'étais assis au bureau des archives du comté de Fairbanks, portant les seuls vêtements propres qu'il me restait, tenant un chèque de banque de 47 000 €. Mes mains tremblaient en le poussant à travers le comptoir jusqu'à Denise Calderon, qui avait exactement l'air qu'elle avait au téléphone, efficace, tranchante et légèrement amusée par le drame qui se déroulait dans son bureau habituellement calme. « Vous arrivez juste à temps, monsieur Ulbrook, dit-elle en tamponnant le reçu. La vente aux enchères était prévue pour vendredi midi. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, vous possédez 340 acres de terre très précieuses en Alaska, libres de toute charge, elle m'a tendu un dossier épais de documents. Et je vous suggère de répondre à votre téléphone. Il n'a pas arrêté de sonner. Avant que je ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, indicatif régional de l'Alaska. Monsieur Ulbrook, ici James Fitzgerald de Proto Oil Corporation. Nous avons été informés que vous avez levé l'hypothèque fiscale sur la parcelle 78B 451. Nous souhaiterions nous rencontrer immédiatement pour discuter de notre offre. En 1 heure, j'étais assis dans un des niaises juste à côté de l'autoroute 3, le seul restaurant où je pouvais me permettre d'organiser une réunion. 3 cadres étaient assis en face de moi, chacun représentant différentes compagnies pétrolières, chacun essayant de ne pas montrer à quel point ils étaient désespérés. Je ne m'étais pas douché depuis 3 jours, je portais une chemise Goodwill avec les initiales de quelqu'un d'autre sur le poignet, et ces millionnaires me traitaient comme si je détenais toutes les cartes parce que c'était le cas. James Fitzgerald de Proto a commencé, glissant un dossier sur la table entre les tasses de café et les menus intacts. Monsieur Ulbrook, nos études géologiques indiquent que votre terrain se trouve au-dessus d'environ 50 millions de barils de pétrole récupérable.
Nous sommes prêts à offrir 22 millions d'euros pour les droits miniers. Vous conservez la propriété de la surface. La dirigeante de Northern Reserve Energy, une femme nommée Patricia Wong, a ri sèchement. N'insultez pas cet homme, James. Monsieur Ulbrook, 25 millions d'euros, paiement immédiat, sans imprévu. Le troisième dirigeant, Robert Apex d'Apex Petroleum, n'avait pas encore parlé. Il était plus âgé, aux cheveux argentés, avec l'expression patiente de quelqu'un qui avait remporté plus de négociations qu'il n'en avait perdu. Quand il a finalement parlé, sa voix était calme. Messieurs, mademoiselle Wong, cessons de danser. Monsieur Ulbrook, le terrain de votre oncle est positionné entre trois de nos opérations existantes. Celui qui contrôle ces droits miniers contrôle le développement de tout le champ. C'est pourquoi nous sommes tous ici, et c'est pourquoi vous pouvez fixer votre prix. Alors fixez le vôtre, ai-je dit, surpris par la stabilité de ma voix. 30 millions d'euros pour les droits miniers, plus 2% de redevance sur chaque baril extrait pendant les 50 prochaines années. Aux projections actuelles, cela représente environ 3 millions d'euros par an en redevance seulement. Patricia Wong a commencé à contre-attaquer, mais j'ai levé la main. Une main qui avait débouché des toilettes il y a 6 mois, qui avait cédé tout ce que je possédais à une femme en qui j'avais confiance, qui avait mangé dans des poubelles quand la faim devenait trop forte. 32 millions d'euros, 3% de redevance, et je veux que 10 millions d'euros soient transférés dans les 72 heures. Robert Apex a souri comme si j'avais réussi un test. Fait. Nous avons signé l'accord initial là, chez Denny's, entre les menus collants et les lumières fluorescentes, tandis que des camionneurs mangeaient des crêpes aux tables voisines. L'accord commercial le plus important de ma vie, valant cette fois plus que tout ce que j'avais perdu, s'est conclu dans un box au siège rafistolé. Jeudi matin, Dal est arrivé du Michigan. J'étais toujours dans la Civic à l'air de repos lorsque sa BMW s'est garée à côté. Il est sorti, a jeté un œil à la façon dont je vivais et m'a pris dans une étreinte qui a brisé quelque chose à l'intérieur de moi que j'avais maintenu avec rancune et entêtement. « Pourquoi n'as-tu pas appelé plus tôt ?» a-t-il demandé. « Fierté » ai-je dit. Une fierté stupide et coûteuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'oncle Virgile et de 20 millions d'euros? Je lui ai tout montré, les documents, les contrats, la confirmation de transfert en attente. Il a tout lu 2 fois, puis m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue de mon jeune frère qui avait réussi. De la stupeur. Il t'a sauvé, a dit Dal doucement. Cet ermite fou qui vivait dans une caravane en Alaska t'a sauvé. Vendredi à 15 h, le transfert a touché mon compte. 10 millions d'euros. La banque a appelé 3 fois pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une fraude. J'étais assis dans ma voiture, fixant le chiffre sur l'écran de mon téléphone, incapable de réaliser que ces chiffres m'appartenaient. Mon premier achat fut une chambre au Holiday Inn. Pas le Ritz, pas le Four Seasons, juste une chambre propre avec une douche chaude et un lit qui ne nécessitait pas de me plier en bretzel. Je suis resté sous cette douche pendant 1 heure, l'eau assez chaude pour brûler, lavant 6 mois d'évier d'air de repos et de serviettes en papier. Le deuxième achat fut un appel téléphonique à mes filles. Amber a répondu à la 3e sonnerie. Papa. Sa voix était prudente, méfiante. Je n'appelle pas pour de l'argent, ma chérie. Je n'appelle pas pour parler de ta mère. J'appelle parce que je t'aime, et je veux que tu saches que quoi qu'on t'ait dit, quoi que tu crois, ça ne changera jamais. Il y eut un silence, puis un petit sanglot. Maman a dit que tu appellerais finalement, pour essayer de nous manipuler. Je n'essaie de manipuler personne. Je voulais juste entendre ta voix, te dire, à toi et à Brooke, que je vais bien et que je vous aime toutes les deux, c'est tout. Papa, est-ce que tu vivais vraiment dans ta voiture? Russell nous l'a dit quand nous l'avons vu au Creuset. Plus maintenant, ai-je dit. Les choses changent. Mais même quand c'était le cas, même au plus bas, ta sœur et toi étiez ceux qui me faisaient avancer. Nous avons parlé pendant 1 heure. Brooke s'est jointe à la conversation sur haut-parleur. La vérité sur Melody et Brent commençait à fissurer le récit de leur mère. Elles avaient remarqué des choses. Brent vivant pratiquement à la maison avant que le divorce ne soit finalisé. Les histoires de leur mère ne s'additionnant pas tout à fait. L'entreprise qui échouait sous sa gestion. On peut te voir, demanda finalement Brooke. Quand vous voulez. Samedi matin, j'ai rencontré le meilleur cabinet d'avocats de Columbus. Non pas pour la vengeance, bien qu'il m'ait assuré que nous avions des motifs de fraude contre Brent et Melody, mais pour la protection.
pour m'assurer que cette aubaine ne pourrait être touchée par quiconque tenterait de me détruire. L'associé principal, Marcus Chen, a examiné le décret de divorce et a secoué la tête. L'ironie est parfaite. Parce qu'ils ont tout pris lors du divorce, ils n'ont aucune réclamation sur l'héritage ou les actifs acquis après le décret final. Votre ex-femme s'est légalement séparée de la fortune même qu'elle aurait pu partager. Cet après-midi-là, je suis passé devant mon ancienne entreprise. Un panneau, à vendre, se tenait devant le bâtiment que j'avais acheté il y a 15 ans. Russell avait raison. Mélodie avait détruit en 18 mois ce que j'avais passé 22 ans à construire. Le parking était vide à l'exception d'un camion. Ma camionnette d'origine que j'avais gardée pour des raisons sentimentales, maintenant en train de rouiller derrière la benne à ordures. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni tristesse, juste une étrange paix. Cette entreprise avait été le travail de ma première vie. Maintenant, j'avais les ressources pour une seconde vie. Une vie bâtie sur le roc au lieu de la confiance en les mauvaises personnes. Le premier chèque d'1 million d'euros que j'ai écrit était pour Dal, le remboursant 20 fois ce qu'il m'avait prêté. Il a essayé de refuser, mais j'ai insisté. Tu m'as sauvé quand personne d'autre ne le ferait. Je lui ai dit, tu ne m'as pas seulement prêté de l'argent. Tu m'as rendu ma vie. J'ai acheté un modeste appartement de 2 chambres à Denver. Payé en espèces. Rien de fantaisiste. Après avoir vécu dans une Honda Civic, tout ce qui avait une salle de bain ressemblait à un palais. Je l'ai meublé simplement, un lit qui ne nécessitait pas de contorsionner ma colonne vertébrale, un canapé qui n'était pas un siège conducteur, une cuisine où je pouvais cuire des haricots dans une casserole au lieu de les manger froids dans une boîte. Mes filles sont venues 2 semaines après que l'argent soit arrivé. Elles se tenaient dans mon appartement simple, confuses par le manque de luxe. « Papa, tu as 30 millions d'euros, a dit Amber. Pourquoi vis-tu comme ça ? Parce que j'ai appris la différence entre avoir de l'argent et avoir besoin de le montrer, leur ai-je dit. Ta mère et moi avons construit une vie basée sur les apparences. Regardez où cela a mené. La vérité sur leur mère a émergé progressivement. Brent l'avait quitté 3 mois après la finalisation du divorce, passant à un autre divorce aisé qu'il avait rencontré au country club. L'entreprise perdait de l'argent, réduite à 3 employés au lieu de 12. Elle avait mis la maison en vente, mais ne trouvait pas d'acheteur à son prix demandé. Elle pleure beaucoup, m'a dit Brooke tranquillement. Elle boit du vin et parle de l'injustice de la vie. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à entendre cela. Mélodie avait été ma femme pendant 24 ans, la mère de mes enfants. Sa destruction ne m'apportait aucune joie, seulement une triste compréhension de la façon dont la cupidité et la trahison empoisonnent tout ce qu'elle touche. L'enquête que mes avocats ont ouverte a révélé la profondeur de la corruption de Brent. Il avait orchestré des stratagèmes similaires avec 4 autres clients, ciblant toujours des hommes qui réussissaient et faisaient entièrement confiance à leurs femmes. Le FBI s'est impliqué lorsqu'ils ont découvert qu'il blanchissait les recettes via des comptes offshore. Il a été radié du barreau, arrêté et finalement condamné à 8 ans de prison fédérale. La juge Patricia Thornton, qui avait statué contre moi si catégoriquement, a démissionné subitement pour « raisons personnelles » lorsque l'enquête a révélé des dépôts inhabituels sur ses comptes, corrélant avec les plus grandes affaires de Brent. Les nouvelles locales ont couvert l'histoire pendant une semaine. J'ai regardé depuis mon appartement à Denver, me sentant justifié, mais pas victorieux. J'ai établi la fondation Virgil Ulbrook avec un financement initial de 5 millions d'euros. Sa mission, aider les pères divorcés qui avaient tout perdu à reconstruire leur vie, non seulement financièrement, mais émotionnellement et pratiquement. Le premier bénéficiaire fut Michael Chen, un plombier de Détroit, vivant dans sa camionnette avec ses 2 jeunes fils après que l'avocat de son ex-femme eut utilisé des tactiques similaires au scénario de Brent. Je ne comprends pas, a dit Michael quand je lui ai remis le chèque de 50 000 euros. Pourquoi aideriez-vous un étranger? Parce que quelqu'un que je n'ai jamais vraiment connu m'a aidé, ai-je dit, pensant à oncle Virgile dans sa caravane en Alaska, payant des impôts sur une terre gelée pendant 25 ans. Parfois, le salut vient de lieux inattendus. La fondation a grandi rapidement. En 1 an, nous avions aidé 43 hommes à passer de l'itinérance à la stabilité. Chaque histoire de succès guérissait quelque chose en moi que la trahison de Mélodie avait brisé. Le but, il s'est avéré, valait plus que n'importe quelle somme d'argent. J'ai revu Mélodie une dernière fois 18 mois après cet appel de l'Alaska. J'étais à Columbus pour rendre visite à mes filles, faisant le plein dans une station-service près de High Street. Elle s'est arrêtée dans une Toyota Camry vieille de 10 ans,
le genre de voiture qu'elle aurait raillé pendant notre mariage. Nos yeux se sont croisés de l'autre côté de la pompe. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée, portant le genre de défaite que je reconnaissais de mon propre reflet pendant ces 6 mois dans la Civic. Elle a commencé à parler, peut-être pour s'excuser, peut-être pour demander de l'argent, peut-être juste pour reconnaître l'ironie cosmique de notre inversion, mais j'ai simplement fini de faire le plein, je suis monté dans mon camion, un Ford F-150 fiable, rien de tape à accent Graveleuil, et je suis parti. Il n'y avait plus rien à dire. Mes filles ont obtenu leur diplôme sans dette, leurs fonds universitaires intacts malgré tout. Amber est allée à l'école de médecine. Brooke est devenu ingénieur. Elles me rendent visite régulièrement maintenant, amenant des petits amis que j'essaie de ne pas terroriser avec une énergie de père protecteur. Nous avons reconstruit notre relation lentement, honnêtement, sans le poids des mensonges entre nous. Russell a racheté mon ancienne entreprise pour 200 000 €, une fraction de sa valeur antérieure, mais tout ce qu'il pouvait se permettre. J'ai personnellement tenu la note et l'ai annulée après 6 mois. Il l'a reconstruite correctement et Hulbrook Plomberie a de nouveau des contrats partout à Columbus. Parfois, il m'appelle pour des conseils, et je suis heureux de lui en donner. Je garde 3 photos sur mon bureau à Denver. Une de mes filles à leur remise de diplôme. Une de mon père, mort quand j'avais 12 ans, mais dont la voix me rappelle encore que les hommes Hulbrook n'abandonnent pas. Et une d'oncle Virgile. Cette seule photo de sa visite quand j'avais 7 ans. Nous deux tenant des cannes à pêche devant son camion rouillé. Au dos de la photo de Virgile, de son écriture tremblante, la famille est une richesse qui se compose avec le temps. Il avait payé des impôts sur cette terre en Alaska de 1973 à 1998, dépensant probablement 50 000 € sur 25 ans pour maintenir la propriété de ce que tout le monde pensait être une toundra sans valeur. Il ne l'a jamais développée, jamais vendue, ne l'a même jamais visitée dans ces dernières années. Il l'a juste tenue comme s'il attendait quelque chose. Maintenant, je comprends qu'il attendait que j'en ai besoin. D'une manière ou d'une autre, cet oncle ermite que j'avais rencontré une seule fois savait qu'un jour son neveu perdrait tout et aurait besoin d'un miracle enfoui sous le pergélisol de l'Alaska. Il avait investi dans mon salut des décennies avant que j'aie besoin d'être sauvé. Les 32 millions € ont changé ma vie, mais pas de la manière à laquelle les gens pourraient s'attendre. Je ne conduis pas de supercar ni ne vis dans des manoirs. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai appris que la richesse ne concerne pas ce que vous pouvez acheter, mais la liberté de choisir, la liberté d'aider des inconnus qui vous rappellent vous-même à votre plus bas, la liberté de pardonner sans oublier, la liberté de reconstruire sans vengeance. Chaque matin, je me réveille dans mon modeste appartement, je me fais du café dans une vraie cuisine et je vérifie les emails de la fondation. Des histoires d'hommes détruits par la trahison, vivant dans des voitures, mangeant des haricots froids, s'accrochant à l'espoir du bout des doigts. Chacun reçoit une réponse, reçoit de l'aide, reçoit la chance que j'ai eue parce qu'un oncle étrange en Alaska croyait aux intérêts composés d'un autre genre. Mélodie a volé mon argent, mais m'a donné quelque chose d'inestimable, la connaissance que je pouvais survivre à n'importe quoi. Que le fond du gouffre a un sous-sol. Mais même dans ce sous-sol, il pourrait y avoir du pétrole en attente d'être découvert. Il suffit de survivre assez longtemps pour le trouver. Les 47 000 € d'arriérés d'impôts que j'ai payés. J'ai fait encadrer le reçu. Il est accroché dans mon bureau avec une simple inscription, le meilleur investissement que je n'ai jamais su que j'avais fait. Oncle Virgile est mort seul dans une caravane en Alaska, mangeant probablement des haricots dans une boîte comme moi dans cette Civic. Mais il est mort en sachant qu'il avait laissé plus qu'un terrain à son neveu. Il avait laissé une leçon de patience, de stratégie à long terme, sur la façon dont la richesse familiale n'est pas toujours mesurée en euros, mais dans la détermination à s'entraider à travers les décennies et les distances. Parfois, les plus grandes fortunes sont cachées dans les endroits les plus inattendus. Parfois, elles sont gardées par des anges qui ressemblent à des ermites, protégées par des décennies d'impôts payés et une attente patiente. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui a toujours été à vous. Parfois, le salut vient de l'Alaska, d'un oncle que vous avez rencontré une fois, d'un terrain dont vous ignoriez l'existence. Parfois, cela vient exactement quand vous en avez le plus besoin.